Alors, je vous remercie. Je viens toujours avec plaisir en Vendée parce que par tradition familiale qui était liée à ma mère, qui était tourconoise, elle avait toujours eu le cœur en Vendée et dès ma plus jeune enfance, on allait ici en Vendée, à Vouvant, à Mervan, à La Roche-sur-Yon, etc. Et c'est toujours avec plaisir que je reprends pied dans cette terre qui pour moi est une terre qui a beaucoup souffert et qui représente comme le cœur de la France sur le plan de la résistance spirituelle, si vous voulez. Alors vous me connaissez peut-être un peu, j'ai de multiples activités, si vous voulez. Je suis président de l'Association catholique des infirmières et des médecins. J'écris beaucoup d'ouvrages, surtout de régionalisme. Entre autres, j'ai monté aux Philippines une mission humanitaire qui est permanente avec 3 dispensaires. Et chaque année, on va aux Philippines à un groupe entre 20 et 40 Français, mais ils viennent des gens de plusieurs nations qui participent aux soins à la hauteur d'une ville entière, ce qui fait que nous soignons entre 3000 et 6000 personnes chaque année de manière ponctuelle en changeant d'endroit. Alors là, je suis dans la partie qui serait la bioéthique. Alors vous avez entendu parler de Cassandre. Cassandre, c'était un personnage de l'Antiquité qui a passé son temps à prévenir les Troyens que la ville allait être prise par un cheval. Et personne ne l'a écouté. Et Troie a été pris par le cheval de Troie. Et je veux dire, j'ai souvent l'impression de crier dans le désert. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, actuellement, vous entendez parler de PMA, GPA, etc. Je suis sûr qu'il y a 2 mois ou 3 mois, la plupart d'entre vous ignoraient complètement ce que c'était. Bon. Or, dans mon livre ici, qui s'appelle L'homme artificiel, tout est expliqué, et c'est un livre qui est paru il y a 5 ans. Quand j'ai fait paraître un cahier Saint-Raphaël, donc je suis directeur des cahiers Saint-Raphaël, on va certainement vous donner peut-être les catalogues de ce que nous faisons. Cahier Saint-Raphaël, il y a 3 ans, on a fait un numéro sur le gender, sur la théorie du genre. Bon. Tout le monde m'a dit, mais Dickès, il est complètement siphonné. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'hommes qui deviennent des femmes et de femmes qui deviennent des hommes? C'est du délire. Et là, on est en plein dedans, puisque ça va être imposé à l'école primaire, à l'école secondaire et à l'enseignement supérieur. Voilà, et ça, c'est venu d'un seul coup, avec la complicité du gouvernement précédent, puisque c'est Châtel, qui était ministre de l'Éducation nationale de Sarko, qui a injecté cette notion de gender. Bon, et actuellement, il y a une pression très très forte aussi pour s'opposer à ça, mais vous voyez comment ça se passe. Le gouvernement fait la sourde oreille et traite par le mépris le plus total tous ceux qui vont contre sa volonté ou contre ses projets de loi. L'indifférence, et on a l'impression au contraire que ces manifestations leur stimulent la haine qu'ils peuvent avoir, notamment pour l'Église catholique et pour la morale catholique. Alors ce que je vais vous parler maintenant, c'est un panorama de l'évolution de l'humanité compte tenu des découvertes actuelles. Le programme, il a été donné par Jacques Attali dans l'Express du 2 janvier 2003. Je ne vous lis pas tout, mais une de ces phrases est la suivante: demandez le programme, tout y était. Alors, bientôt, on ira beaucoup plus loin encore. En séparant le fœtus de sa matrice. Il ne s'agit pas de l'avortement, il s'agit du développement de l'enfant hors de la matrice. Faisant de l'être humain un artefact. Alors un artefact, c'est, vous voyez un petit point noir comme ça qui est là. Un artefact, c'est un mot médical qui veut dire un petit bidule, un petit truc, quoi. Bon.
Alors, ça s'oppose évidemment radicalement à la conception du christianisme qui fait l'homme à l'image de Dieu. Bon, nous sommes des reflets de l'image de Dieu, on n'est pas des artefacts, ni un petit point comme ça. Bon. Alors, artefacts fabriqués sur mesure. Ah, fabriqués sur mesure. On va fabriquer les hommes sur mesure. C'est de ça dont il s'agit. Avec des caractéristiques choisies à l'avance. Donc des caractéristiques, des grands, des petits, etc. Et peut-être un jour, avec une mémoire et une conscience de soi prédéterminée. Une mémoire, une conscience de soi prédéterminée. Alors je pourrais presque m'en aller en disant, vous savez l'essentiel, c'est le résumé de ma conférence. À cela s'oppose le cardinal Joseph Ratzinger, l'Europe, donc avant qu'il soit pape, l'être humain, donc il le dénonce, attention, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui n'est pas très doué, qui ne comprend pas que il dénonce ça, il ne le reprend pas pour lui. L'être humain ne doit plus être engendré de façon irrationnelle. Alors on verra ce que dit Fillon, il dira, moi je suis là pour faire des citoyens rationnels, c'est-à-dire formatés. L'être humain ne doit plus être engendré de façon irrationnelle, mais produit rationnellement. Ainsi, l'homme dispose de l'homme comme d'un produit. L'homme n'est donc plus un fils de Dieu ou quelque chose avec une âme. C'est un produit. Se trouve écarté les exemplaires imparfaits en vue de créer l'homme parfait grâce à la planification et la production. C'est très clair. Alors vous allez me dire, mais ça, qui est-ce qui a l'idée de ça? Qui est-ce qui fait avancer les choses dans ce sens-là? Alors vous avez ici un journal de la franc-maçonnerie qui est en entretien avec Pierre Simon et René Friedman. Alors les deux compères là, qui connaît René Friedman? Ça vous dit rien? Si, ça vous dit quoi? Professeur de médecine, non? Oui, professeur de gynécologie. Amandine, le premier bébé éprouvette. Pierre Simon, grand maître de la Grande Loge de France. C'est lui qui a rédigé la loi Veil. Voilà, bon. Et voilà ce qu'ils disent. Alors, je vous passe le côté d'autosatisfaction concernant la franc-maçonnerie, mais vous voyez que c'est marqué « maîtriser la vie ». Maîtriser la vie. La franc-maçonnerie apprend à descendre le ciel sur la terre, le ciel sur la terre, hein. Comme disait Prévert, notre Père qui êtes aux cieux, restez-y. Voilà. Elle aide les hommes à s'assumer, la franc-maçonnerie, à dessiner la vie entre équerre et compas, à la fois dans la rectitude, alors là on peut toujours se brosser, et dans l'ouverture, à maîtriser la vie dans toutes ses dimensions. À maîtriser la vie dans toutes. Et il ajoute, cette vie qui nous vint souvent, qui nous vint si longtemps, d'un souffle de Dieu posé sur notre argile. C'est une allusion donc à la création de l'homme par Dieu qui souffle sur l'argile. Alors il dit, ça nous naît souvent là, c'est comme un matériau qu'il faut la considérer désormais, il faut la gérer comme un patrimoine, etc. Donc il s'agit de créer la vie, c'est cela. Alors la vie, qu'est-ce que c'est? Ça, tout le monde parle de la vie, qu'est-ce que c'est que la vie? Alors, je vous renvoie au prologue de Saint Jean, au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, en lui était la vie. C'est-à-dire que c'est Dieu qui crée, en quelque sorte, la vie. Et, vous voyez, vous m'excuserez, mais je fais ça parce que j'ai eu 2 décollements de la rétine, et j'ai des problèmes de vue, et je suis obligé d'enlever de temps en temps mes lunettes. Alors, donc, Adam et Ève, pour nous catholiques, on sont chassés du paradis parce que ils ont touché à l'arbre de la connaissance. Le symbole de la pomme, ils ont voulu se prendre pour Dieu et tout connaître. Voilà. Et ils sont chassés. Et à ce moment-là, et ça tout le monde l'oublie,
Dieu se gratte la tête comme ça. Ah, il se dit, zut alors, j'ai oublié quelque chose. Il dit, au fond de l'Éden, là-bas, il y a l'arbre de vie. Et il dit à Adam et Ève, ne touchez pas à l'arbre de vie. Ne touchez pas à l'arbre de vie. Et il envoie 2 séraphins avec des épées pour empêcher l'homme de toucher à l'arbre de vie. Et c'est de cela dont il s'agit, et ça rejoint comment dirais-je, la phrase de Henri Simon qui dit que la première conquête du couple humain fut la désobéissance au jardin de l'Éden. La désobéissance au jardin de l'Éden. Donc, vous voyez, c'est une perspective qui est réellement satanique, qui va flotter sur tous ceux qui vont vouloir attenter à la vie ou au moins la maîtriser. Alors c'est la seule partie qui va être théologique ou pseudo-philosophique, ou comme vous le voulez. Après ça, je vais vous donner des faits pour vous expliquer comment l'homme va toucher à l'arbre de vie, quels sont ses moyens. Alors, ces moyens, je les ai regroupés en 4 catégories. Il y a d'abord l'homme déraciné. L'homme déraciné, c'est l'homme coupé de ses racines, de sa famille, de sa culture. C'est l'homme que l'on veut formater, que la société prétend formater. C'est le politiquement correct. Alors là, c'est un sujet immense et je ne vous donnerai que quelques éclairages très courts là-dessus parce que ceci nous mènerait beaucoup trop loin. Le deuxième chapitre, c'est ce qu'on appelle l'homme biologique, c'est-à-dire que fait la biologie dans le but de maîtriser la vie dans toutes ses dimensions, comme dit Pierre Simon. Le chapitre 3, c'est l'homme génétique. Que se fait-il en matière de génétique qui vont dans ce projet? Et le feu d'artifice, c'est l'intrusion de l'informatique dans la médecine. C'est c'est le bouquet final, si je puis m'exprimer, qui va certainement vous impressionner énormément parce que c'est absolument pas connu et il est bon que tout le monde soit au courant de choses de cette nature. Alors la vie, selon Bichat, un chirurgien, la vie est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Bon, c'est une pirouette un peu intellectuelle, vous êtes bien d'accord avec moi, on en rirait plutôt. Alors saint Thomas, à la suite d'Aristote, estime que la vie suppose une organisation, ben oui, on est organisé, une nutrition, on mange, on boit, la conservation d'espèces, l'évolution, et enfin la reproduction. Alors il y a des choses qui ne portent pas à discussion, c'est évidemment l'organisation, les fonctions de nutrition, la conservation commence à être mise en question par l'euthanasie, l'évolution de l'homme et surtout la reproduction pour que l'homme soit capable de reproduire l'homme lui-même hors des lois naturelles voulues par Dieu. Alors si vous le voulez bien, nous allons aborder la question d'abord de l'homme déraciné, l'homme privé de ses racines. Cette chose-là s'est fait insensiblement, à coups de petites lois dont on ne s'est pas rendu compte de l'importance. Alors je ne peux pas tout vous dire parce que ça nous emmènerait trop loin, mais prenons un exemple. Vous savez qu'un enfant, maintenant, quand il vient au monde, peut prendre le nom de son père, le nom de sa mère, ou les deux, dans un sens ou dans un autre. Ça fait 4 possibilités. À la génération suivante, j'ai fait le compte, ça fait 14 possibilités. C'est l'explosion de la filiation par le nom.
C'est ce qu'ils veulent faire avec l'histoire de mariage. Ce qui est en cause, c'est pas le mariage des homosexuels. Pour vous donner un exemple, on peut en parler pendant des heures, mais en Espagne, parce que je parle bien l'espagnol, il suffit de taper matrimonio espagnol, vous avez toutes les statistiques. Il y a eu comme adoption d'enfants par les hommes, il y en a eu 8 en l'espace de 5 ans. Par les femmes, 36. Et c'était des situations de fait. Donc c'est pas ça qui est en jeu, c'est la notion de filiation qui est mise en question. Alors ensuite, je vous prends un autre exemple, l'utilisation c'est ce que dit le pape, l'homme est un produit, un matériau. Donc on donne aux hommes, on s'est attaqué au nom, on s'attaque aussi au prénom. Alors on a le droit de prendre n'importe quel prénom, je vous fais un petit extrait, un best-of maintenant, comme on dirait en vieux français, de ce que j'ai pu mettre au monde. Je vois ça, Safran, Mégane, Jade, Scooby-Doo, Clafoutis, Gorgonzola, Térébenthine. Et d'ailleurs, vous devriez me regarder avec respect, parce que j'ai mis au monde Starkey et Hutch. Superman. Le mot actuellement, le nom, le prénom qui est en vogue actuellement dans ma région, c'est Maguette. La Maguette, c'est un nom de Picard qui désigne la chèvre. Voilà. Je vois qu'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est qu'une Maguette. Merci, monsieur. Voilà, alors ça fait rire, mais vous voyez bien de quoi il s'agit. Alors c'est là-dessus, bien sûr, que se greffe la théorie du gender, qui vise en fait à exploser la notion de descendance à partir du moment où l'homme est une femme et l'homme se transforme en une femme et une femme en homme. Bon, c'est l'idée complètement farfelue et impensable de dire qu'un homme dépend uniquement de sa culture. Ça se résume à une seule chose, il faut que vous sachiez par cœur, ça se résume à une seule chose. Nous avons dans chaque cellule des chromosomes. Tous ces chromosomes, chez les femmes, ce sont des paires, on y reviendra, il y en a 46, et il y en a un qui porte le sexe. Et le sexe est porté chez la femme par 2 chromosomes qui sont appelés XX, et chez l'homme, XY. Bon. Si on veut transformer un XX en XY, c'est létal. C'est-à-dire que ça détruit la cellule ou ça détruit l'embryon. C'est même pas la peine de chercher. Qu'est-ce que font ces chromosomes? Ils induisent la sécrétion hormonale par le message génétique, par le message des hormones. Bon. Eh bien, les hommes ont des hormones mâles et les femmes ont des hormones femelles. On a beau les bourrer d'hormones, leur organisme, dans tous les cas, les fera toujours revenir à leur sexe. C'est impossible de transformer un homme en une femme, à moins de se livrer à d'épouvantables mutilations qui consistent chez la femme à couper les seins, à enlever l'utérus, et puis à bourrer d'hormones femelles, et puis inversement chez les hommes, l'horreur absolue, c'est ce qu'on appelle les transgènes, les gens qui ont voulu chirurgicalement changer de sexe. Inutile de vous dire que ce sont des gens qui se transforment en malheureux comme des pierres et qui finissent tous par se suicider un jour ou l'autre. Donc on est vraiment dans la culture de mort comme le disaient les papes. Alors ensuite, je vous donne quelques éclairages. Alors vous connaissez les histoires des machins qu'on va mettre sous la peau pour être identifiés, pour être suivis partout, les images luminaires à la télévision, etc. Je vais prendre simplement deux items, deux exemples. Premier truc, les Australiens. Ça c'est de la médecine. Alors vous allez faire attention. Les Australiens, on a constaté que pendant le développement de l'enfant, eh bien, et même, il est possible de connaître le développement du cerveau par le développement des artères. Bon, c'est facile à comprendre, s'il n'y a pas d'eau qui arrive sur la plante, elle ne se développe pas. Bon. Donc, il se présente que
les artères qui sont au fond de l'œil sur la rétine sont un reflet exact du développement des artères du cerveau. C'est facile à comprendre, ça suit le mouvement. Donc c'est une espèce de vue sur le cerveau. Eh bien, on a contesté, et là j'arrive à une réalité scientifique terrifiante, c'est qu'ils ont constaté qu'à partir d'1 heure de télévision, le développement des artères de la rétine prenait du retard sur ceux qui n'avaient pas eu la télévision. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les artères du cerveau ne se développent pas et que le cerveau ne se développe pas. La télévision est un instrument à générer des microcéphales, c'est-à-dire des gens qui n'ont plus de cerveau ou qui n'ont pas le cerveau qui fonctionne normalement. Alors inutile de vous dire que quand on arrive à 3h42, qui est la moyenne de la France actuellement, on génère des générations d'imbéciles. On génère des... Bon, mais c'est très spectaculaire. Par exemple, un enfant qui à 3 ans dessine des petits bonhommes. Bon, celui qui a 4 heures de télévision par jour, il va faire 2 petites boules avec des petites pattes, alors que celui qui n'a pas eu la télévision, il va mettre des boucles d'oreilles, il va mettre un nez, il va mettre une bouche, et il va mettre des chaussures. Vous voyez bien? Bon, alors là, ceux qui ont des enfants, moi je leur recommande de ne pas mettre les enfants devant la télévision. Donc la télévision aide les gens à passer les gens âgés à passer le temps. C'est encore admissible, encore qu'on est formaté, ultra formaté par les médias. Donc c'est pas bon de se laisser formater par les médias. Mais pour les enfants, c'est terrifiant. Alors vous allez me dire, mais ils le savent. Mais bien sûr qu'ils le savent, que c'est une machine à engendrer des microcéphales. Mais c'est le but. Et nous retrouvons ce but actuellement dans le cadre de l'enseignement national, l'éducation nationale. C'est terrifiant. Celui qui arrive au bac écrit moins bien l'orthographe que jadis ceux qui passaient le certificat d'études primaires. Il faut voir, moi je reçois des lettres de médecins dans le cadre de l'ACIM, l'Association catholique des infirmiers de médecins, mais c'est bourré de fautes. C'est incroyable, c'est impensable. Bon. Et c'est l'éducation nationale, et c'est même pas un catholique qui l'a dit, mais un bon laïcard. Il y a eu un livre qui s'intitulait « La fabrique de crétins ». L'éducation fabrique des crétins, des retardés mentaux, des gens qui ne peuvent pas accéder à la connaissance. Alors, télévision et éducation nationale, bannir à tout prix. Ensuite, un des items les plus importants, alors vous voyez comment on devient idiot, hein, bon. Mais un des items les plus intéressants, c'est l'action sur le cerveau sans qu'on s'en rende compte. Et tout le monde en est inconsciemment la victime. Alors je vais vous expliquer le point de départ de ce qu'on appelle le neuromarketing, c'est-à-dire la possibilité de vendre et de promouvoir un produit pour que les gens l'achètent. Alors je vais résumer l'expérience classique du neuromarketing. On habitue des rats à boire du Coca-Cola. Ils aiment bien ça. Bon. Un jour, on leur présente deux boîtes qui n'ont pas de caractère particulier, avec du Coca-Cola. Bon. Ils vont se répartir à peu près moitié-moitié vers une boîte, plutôt vers à peu près pareil. Bon. Mais si on a l'idée de mettre une belle boîte de Coca-Cola comme on les voit actuellement, on s'aperçoit que les rats se dirigent tous vers la belle boîte de Coca-Cola qui est bien peinte, qui est... Bon, ça semble presque élémentaire. Et on a conjointement, on en reparlera plusieurs fois dans cet exposé, développé de manière extraordinaire la connaissance du cerveau humain
par ce qu'on appelle l'IRM, image par résonance magnétique. Il y en a peut-être parmi vous qui sont passés à l'IRM pour un problème de hanche ou pour un problème, vous madame peut-être? Oui. Non. Bon, oui. Vous avez fait des IRM. Bon. Le principe de l'IRM, c'est de découper des tranches très fines de la minceur que l'on veut. Et ça permet de visualiser directement tous les éléments du cerveau. En médecine, c'est très intéressant, parce que par exemple, pour ceux qui ont des tumeurs du cerveau, des cancers du cerveau, ça permet de voir, puisqu'on descend jusqu'au niveau microscopique, de savoir, parce que quand on se balade dans un cerveau et qu'on coupe là-dedans, plus on coupe, plus on risque d'avoir de séquelles. Ça, c'est facile à comprendre. Donc, ça permet de faire l'exérèse de manière très précise, sans taper dans les tissus tout autour. C'est une très bonne chose, et c'est une très bonne chose, évidemment. Alors, vous allez bien écouter ça, parce que c'est passionnant et à la fois inquiétant. Il existe ce qu'on appelle les IRM fonctionnels. Ça, c'est les IRM qui permettent en même temps, alors c'est en 3 dimensions, et qui permettent de voir le mouvement. Et il est possible, en regardant les neurones, c'est-à-dire les cellules du cerveau, par exemple, de voir cheminer la douleur dans les circuits nerveux. On dit, ah ben voilà, ça circule. Et c'est comme un tuyau transparent dans lequel passe plus ou moins de flotte. Je veux dire par là qu'on peut maintenant quantifier la douleur de cette manière-là. Avant, on la quantifiait en disant, bah, vous savez, je m'occupe d'une mission aux Philippines, et puis alors, on a des interprètes, et alors les interprètes disent, ah ben, est-ce que ça vous fait mal, ça? Oh là là, oh ya ya, qu'est-ce que j'ai mal. Bon, ah bon, de 1 à 10, ah c'est 10, bon. Alors, il ne faut pas rigoler, 10, vous rouleriez par terre de douleur. Bon, eh bien, on peut quantifier la douleur par l'IRM. Vous voyez, c'est assez sensationnel. Et alors, on a conjointement développé des véritables... Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre histoire de neuromarketing? On s'aperçoit que la boîte de Coca-Cola, avec des belles peintures dessus, éclaire un endroit du cerveau. Et on dit, eh ben voilà, c'est là le centre qui fait apprécier le Coca-Cola. Et évidemment, on fait la même chose pour les voitures. On met des volontaires, on leur présente des modèles de voitures, et puis on va voir si c'est bien ce centre-là qui s'éclaire, alors que si ils ne sont pas contents, c'est un autre centre qui s'éclaire. Les conséquences, elles sont très simples, c'est qu'on peut lire littéralement dans le cerveau. Exemple, si vous mettez devant un pédophile des images de pédophilie, eh bien, il y a une partie qui va s'éclairer, un endroit du cerveau qui va s'éclairer. Et puis, un individu, ce que je qualifierais normal, il va dire, oh là là, ce truc-là, c'est dégueulasse. Et il va avoir un autre partie du cerveau qui va s'éclairer. Film d'épouvante, même chose. Celui qui aime les films d'épouvante, c'est un endroit du cerveau qui va s'éclairer. Mais si vous n'aimez pas les films d'épouvante et que vous trouvez ça horrible, eh ben c'est une autre partie du cerveau qui va s'éclairer. Vous voyez? Bon, alors... Tout s'exprime de cette manière-là, parce qu'il n'y a pas que les choses dans leur inertie, mais je veux dire, il y a une sensibilité qui est appréciée, qui est quantifiée. Prenons un exemple très simple, vous allez dire un chat noir, bon, ou un chat méchant. Bon, un chat méchant, un chat c'est un animal. Bon, un chat, dans le dictionnaire, on va savoir que le chat, c'est au niveau de la tempérale, au niveau du lobe temporal, à tel endroit. Méchant, c'est une notion qui font appel à la sensibilité, c'est un autre endroit du cerveau qui va s'éclairer. Donc, je répète qu'on a fait littéralement des dictionnaires,
mais ça a des incidences très intéressantes. Par exemple, ça permet de savoir si une personne dans le coma est encore capable de communiquer. Vous avez entendu parler de ce gars qui était dans le... D'abord, cette fille qui a dit "une larme m'a sauvé", qui a écrit un livre. Elle était dans le coma et maintenant elle est... Et alors elle a entendu dire "bon, ben, on ne peut plus rien pour elle, on va la débrancher". Et à ce moment-là, il y a une larme qui a coulé comme ça. Alors on a dit "elle est encore consciente". Et cette personne vit toujours, puisqu'elle a écrit ce livre, en quelque sorte. Vous voyez? Bon. Donc, on prend un gars qui était dans le coma, et on lui dit... Bon, le coma, c'est la disparition de la vie de relation. C'est-à-dire la relation avec les choses. Donc, on peut dire, le coma, c'est quelqu'un qui dit "ah ben c'est beau", qui gligne de l'œil, peut pas être quelque chose comme ça. Vous voyez? La relation entre les hommes et la personne, ou la relation avec les choses qui l'entourent, avec les animaux ou tout ce que vous voulez. Bon. Donc, disparition de la vie de relation. Alors, un gars qui était dans le coma, on ne savait pas s'il était encore conscient. Donc, on lui a dit "vous allez penser à votre tennis", parce qu'il avait un tennis. Bon. Ça a donné une image au niveau du cerveau. On lui a dit "maintenant, vous allez penser à l'intérieur de votre maison". Voilà, une autre image qui apparaît donc à l'IRM. Et on lui dit "maintenant, le tennis correspond dans ce qu'on vous demande à dire oui, et l'intérieur de la maison à dire non". Et on lui a posé une question et on lui a dit "monsieur, souffrez-vous?" Et il a répondu non. Vous voyez, donc on a réussi à établir une communication avec quelqu'un qui n'avait plus aucune vie de relation et qui était dans le coma le plus complet. Mais alors, et c'est là où j'insiste, c'est formidable, etc., tout ce que vous voulez, neuromarketing, bon, mais là où j'insiste, et c'est la notion que vous devez connaître, c'est ce qu'on appelle l'interface. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, alors c'est l'interface, par exemple, objet, bon, à partir du moment où cette personne, on est capable de recueillir une information de son cerveau, on est capable rétrospectivement d'agir sur le cerveau. Vous voyez, il y a une espèce de réciprocité, à partir du moment, on y reviendra longuement, où il y a un appareil électronique avec des données d'ordinateur, eh bien, elles sont capables de donner une information, mais de recevoir une information. Et ça, c'est très grave, parce que, de cette manière, on est capable de transformer l'intelligence des gens. Alors, vous voyez, tout ça, ce sont des moyens qui ont pour but, à terme, de véritablement transformer l'humanité en des espèces de moutons. Vous voyez, des gens politiquement corrects qui suivent ce que leur dit la télévision, ce que leur disent les médias, etc. Et la pédagogie, c'est le pire, parce que la pédagogie, eh bien, tire les gens vers le bas. La télévision, c'est l'audimat. Au nom de l'égalité, il faut que tout le monde comprenne. Donc, hop, on nivelle vers le bas. Éducation nationale, ah ben oui, il y a les pauvres arabes, ils ne parlent pas le français, bon, alors il faut diminuer le niveau. Bon, voilà, il faut diminuer le niveau, alors on aligne sur le plus bas. Télévision, c'est pareil, c'est l'audimat. Le but, c'est d'avoir le plus d'auditeurs possible. Donc, il s'agit de rassembler le plus de gens sur un truc, et évidemment, ça n'élève pas, parce que malheureusement, il y a beaucoup plus de gens qui ne réfléchissent pas que des gens qui réfléchissent. Alors Rabelais disait, donc transformer les gens en moutons de panurge, et disait, quand un mouton fait bé, il y a 1000 moutons qui font bé. Et c'est comme ça que marche la télévision, et c'est comme ça que marche la télévision. Donc, chute de l'intelligence, la création d'un homme qui sera sans racines, sans passé, par suppression de l'histoire, et sans futur, puisque sa vie quotidienne sera déterminée par ses besoins élémentaires
au jour le jour, on revient pratiquement à l'état d'esprit des gens qui vivaient à l'âge des cavernes. Vous voyez? Bon. Alors il y a beaucoup de choses que je déploie dans ce chapitre-là, qui est intéressant parce qu'il est très facile à comprendre. Alors vous allez me dire, peut-être que c'est de l'ordre du rêve, et que c'est pas demain qu'on va pouvoir faire des IRM à tout le monde. Si, mais peut-être pas tout de suite. Peut-être par contre, il y a un dispositif qui a été mis au point par les Américains, qui s'appelle Very Cheap, comme le nom l'indique, c'est-à-dire pas cher. C'est ni plus ni moins qu'un électroencéphalogramme qui marche en continu par quelques capteurs, et c'est la même chose. On a fait des dictionnaires de la pensée par l'électroencéphalographique. Tout ça, c'est mis sur des ordinateurs. Seulement la question, c'est que l'ordinateur est capable de commander le dispositif Very Cheap et d'influer dessus. Vous suivez bien? Bon. Alors la dernière, c'est qu'effectivement, on a réussi à greffer des petits ordinateurs qui enregistrent en permanence la totalité ou un certain nombre d'éléments du cerveau. Alors ça, c'est aussi intéressant, parce que ce type d'appareil, sur le plan médical, ce type d'appareil est capable de prévoir une crise d'épilepsie. S'il y a des médecins par ici, dans cette salle, ils savent qu'il y a des épilepsies qui échappent à tout traitement. Donc, quoi qu'on fasse, boum, la personne, elle tombe à terre. C'est embêtant, parce qu'elle peut se fracturer la tête, bon, ou se casser une jambe, enfin que sais-je, si elle est dans un escalier, elle peut se tuer. Donc l'appareil met au courant par un petit signal qui se transmet à un petit boîtier que la personne, dans 10 minutes, dans un quart d'heure, dans 5 minutes, va faire une crise d'épilepsie. Ce qui permet tout simplement à la personne de s'asseoir ou de s'allonger sur le sol pour ne pas se faire mal. Alors on est admiratif, évidemment, là-dessus. Mais le problème, c'est que ce truc-là, ça se commande de l'extérieur, et n'importe qui peut fermer le bouton, vous comprenez? Bon. C'est le système des implants, dont on parlera tout à l'heure, au niveau notamment du cœur. Alors, je termine cette ébauche du commentaire de l'homme formaté, si vous voulez, de l'homme formaté par les médias, par tous ces moyens dont je vous ai parlé, l'éducation nationale, etc., par une citation d'un dénommé Fillon. Vous connaissez Fillon? Vous avez entendu parler? Bon. Fillon II, parce qu'il a été plusieurs fois, je ne sais pas quoi, président, Premier ministre. À Fillon II, de janvier 2009 à novembre 2010. Bon. Il a dit, je suis en place, écoutez ça, ça vaut la peine, hein. Je suis en place pour être une machine. Il s'identifie lui-même à une machine. Une machine à fabriquer des citoyens rationnels. Alors, je suis allé voir dans le dictionnaire ce que ça veut dire rationnel. Rationnel, ça veut dire déterminé par des calculs ou des raisonnements. Voilà. Donc, Fillon est une machine à fabriquer des gens, dont des citoyens déterminés par des calculs ou des raisonnements. Alors, c'est l'économiquement obligatoire, le politiquement correct, etc., etc. Ça, vous connaissez ça. Alors, si vous le voulez bien, on va passer au deuxième chapitre, qui est l'homme biologique. Donc, vous avez entendu l'homme, comment dirais-je, l'homme déraciné, le mouton futur, il l'est déjà, pas mal, malheureusement. Et d'ailleurs, je salue les manifestations, parce que c'est vraiment une des rares fois que la France profonde et que les gens ont dit on ne va pas continuer à se laisser embarquer par n'importe quoi. Alors l'homme biologique, nous voilà dans Faust. Méphistophélès arrive et il voit Faust qui a mis au point ce qu'il appelle un homoncule. Il y a un petit homme comme ça.
Alors, tout Méphistophélès qu'il est, là, il est épouvanté, en disant, mais Faust, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu te prends pour Dieu ou quoi pour vouloir créer un homme? Et Faust répond, l'ancien mode de procréer, nous le déclarons vaine plaisanterie. L'ancien mode de procréer devient une plaisanterie et je vais vous expliquer comment. Alors ça, j'en avais parlé longtemps, là-dedans. On est dans les notions notamment de la PMA, procréation médicalement assistée. Il y a deux branches, il y a l'insémination artificielle, comme on fait pour les vaches ou les veaux, on n'en entend pas parler. Il y a par contre ce qu'on appelle la fécondation in vitro. C'est ça qui est important. Fécondation in vitro. Qu'est-ce qu'on fait? On récupère un ovule dans le ventre de la mère par une petite incision, on le prélève et on le met face à un spermatozoïde et éventuellement on injecte le spermatozoïde dans l'ovule. Ça donne, c'est la fécondation, ça donne un embryon que l'on peut développer. Normalement, dans la fécondation in vitro, qui d'ailleurs par parenthèse coûte très très cher, on insère cet embryon dans l'utérus de la femme, donc dans les voies génitales, dans la matrice de la femme. Et il se développe plus ou moins normalement dans des conditions qui sont assez variables. Alors dans ce livre-là, j'avais dit ça, il faut se méfier, parce que ça sert pour les couples stériles, effectivement. Mais de plus en plus de femmes font ça par ce que j'appelle le confort, de même qu'il y a les avortements de confort, parce qu'ils ont prévu de partir en vacances à tel moment, qu'une grossesse dure 9 mois, et ils font faire une fécondation in vitro, de manière à pouvoir sauvegarder leurs vacances. C'est comme pour l'avortement, on a calculé une grossesse, oh, l'accouchement va tomber en plein au moment du mois d'août, j'en veux pas, hop, je me fais avorter. C'est comme ça que ça marche. Hein. Et pour des prétextes aussi futiles, hein, oh, ben, je dois m'acheter un frigidaire, bon voilà. Alors, ça, je veux dire, c'était une réflexion comme l'histoire du Ginder, disant, à quoi va-t-on arriver avec ça? Alors je détaillais déjà la perspective de cela, c'était il y a 5 ans, et je vais vous dire maintenant où on en est. Savez-vous combien d'enfants sont nés par cette technique en France? Il y en a 400 000. Savez-vous à quel débit on les sort chaque année maintenant? C'est chaque année 40 000. 40 000. Bon, c'est quand même pas mal. C'est fait, je sais pas, une ville peut-être comme la Roche-sur-Yon, quelque chose comme ça. Et ça continue. Parce que, par exemple, l'hôpital des 4 villes qui se trouve à côté de Paris, c'est Sèvres, Ville d'Avray, Saint-Cloud et puis je sais plus quoi, 30% des accouchements sont obtenus par fécondation in vitro. Chez Friedman, ça c'est là où ma femme a fait ses études de sage-femme, à la maternité Port-Royal, à Paris, en haut du boulevard Saint-Michel, 70% des naissances sont obtenues par fécondation in vitro. Alors je rappelle que la doctrine de l'Église là-dessus, c'est qu'on n'a pas le droit de manipuler les embryons, ne serait-ce que parce que dans ces types d'opérations, d'abord, il y en a, comme on en prélève plusieurs ovules, on fait féconder plusieurs ovules, donc on met des embryons en réserve, et puis il y en a un certain nombre d'embryons qui meurent dans les manipulations, et on détruit des êtres humains dans leur micro-dimension. C'est ça la position de l'Église. Donc, il n'est pas question de... Alors, on fait toutes sortes de projets pour essayer d'améliorer le truc, et selon les endroits, les hôpitaux, on obtient 25% de réussite, il y en a d'autres où on obtient 0, puis il y en a d'autres où on obtient 80% de réussite, comme à Port-Royal. Alors, je me suis dit, c'est ça, mais ça se passe au niveau des médecins. Bon, mais est-ce que, par hasard, ça ne viendrait pas
à quelques hommes politiques ou quelques dingos de vouloir imposer ce mode de reproduction comme Faust, créant son homoncule. Et alors, là, j'ai eu un aveu sensationnel. Imaginez-vous, quand il y a un débat, je participe toujours, que ça soit qu'on m'invite, bien sûr, hein, que ça soit à la radio, etc. Alors, je suis allé, bien que je n'ai pas la télévision, 2 fois à Stéphane Bern, la reine de France, pour ceux qui connaissent, et même quelquefois, il m'arrive de participer à des débats en Angleterre, et par téléphone, bon, avec les Anglais. Et un jour, je suis invité dans une conférence. On me dit, c'est un symposium, enfin vous allez pouvoir parler, puisque vous êtes présidente catholique, etc. Bon. Alors j'arrive dans un truc à Saint-Denis, et il y avait les gars qui parlaient pas mal des questions politiques, bon, du personnel, bon, des lois en question, mais, le personnage vedette était une dénommée Madame Virginie Claes, sénateur. Madame Virginie Claes a fait une déclaration toute récente, il y a 3 jours, disant « Quoi que vous fassiez, vous aurez la PMA et la GPA ». Alors GPA, c'est la grossesse pour autrui. Donc, on implante, dans le cadre de la fécondation in vitro, on prend ces embryons et on les implante chez une mère porteuse que l'on paye. En général, ce sont des pauvres femmes qui habitent les Indes et qui n'ont que ça comme moyen de survie, et ça pose énormément de problèmes juridiques, en fait. Bon. Et alors, Madame Claes parle, on aurait entendu Sarko, vous voyez, le langage, la solidarité, l'égalité, enfin, les trucs habituels. Chirac disait la même chose, c'était du copier-coller sans problème de tout ça. Bon, blabla. Blabla, comme font habituellement les politiciens. Alors je regarde Madame Claes, je lui dis, Madame Claes, vous avez voté la loi d'avortement. Alors, elle baisse la tête. Je lui dis, Madame Claes, est-ce que vous avez déjà vu ce que c'est qu'un avortement? Elle répond non. Je lui dis, Madame, c'est une horreur absolue quand on est obligé de démembrer un enfant dans le sein de sa mère, de chercher le cœur pour lui faire une piqûre, pour le tuer, et il peut arriver vivant, et à ce moment on le tue, c'est l'horreur absolue. Vous qui avez des grands principes qui viennent de nous parler de ceci, cela, vous pouvez admettre ça? Et alors là, elle a le grand aveu, c'est ce que j'appelle le grand aveu. C'est qu'elle me dit, oui docteur, vous avez raison, c'est une horreur. Mais nous allons y mettre fin parce que nous allons généraliser la fécondation in vitro et nous trierons les embryons. Ah! Alors ça s'appelle le DPI, diagnostic pré-implantatoire. C'est-à-dire qu'avant d'implanter l'embryon, on en prend une cellule et on regarde s'il n'y a pas une anomalie de cette cellule. C'est là qu'on va déterminer s'il y a un trisomique, ce qui évitera de faire un avortement une demi-heure ou un quart d'heure avant la naissance, selon la loi Veil, puisque la loi Veil autorise l'avortement d'un myopathe ou d'un enfant qui a un problème de malformation. Ça peut être quelquefois une simple fente palatine ou des orteils qui sont coalescents, c'est-à-dire qui sont soudés. Bon, alors, donc, pour éviter ça, on allait généraliser le diagnostic pré-implantatoire. Il faut vous dire que actuellement, les techniques de diagnostic pré-implantatoire par la génétique sont absolument fantastiques. Vous avez entendu parler, alors ça c'est pas dans le bouquin, alors le bouquin a été réédité, et, mais j'aurais une partie importante à rajouter. Vous avez entendu parler de Angelina Jolie.
Angelina Jolie, c'est une actrice américaine qui est mariée avec un gars qui s'appelle Brad Pitt, et ce sont des opposants à l'avortement. Ils ont 4 enfants, ils ont adopté 4 enfants en plus, et la mère de Brad Pitt, sa metteur en scène, a déjà été arrêtée plusieurs fois parce qu'elle faisait des manifestations contre l'avortement. Bon. Donc des gens très bien. Alors Angelina Jolie a demandé qu'on lui coupe les seins. Pourquoi? Parce que elle a fait faire une analyse de son génome et on a trouvé un gène, 2 gènes en fait, qui favorisaient l'apparition d'un cancer du sein à 40 ans. Bon. Or, sa mère était morte de ça, sa tante était morte de ça, sa grand-mère était morte de ça. Donc elle dit, bah, la solution c'est de me faire enlever les seins. Alors attention, hein, c'est pas, on préserve, enfin l'esthétique, enfin c'est pas, c'est pas Attila, hein, c'est pas le couteau, hein, bon, c'est, y a l'esthétique qui, rassurez-vous, cachera certainement sa mutilation. Bon, et donc, pourquoi, vous voyez ça, on a fait le diagnostic, et bien c'est le genre de choses que l'on va pouvoir faire de plus en plus avec la connaissance justement des gènes, on en parlera tout à l'heure. Alors la sélection embryonnaire, mais l'eugénisme, il est interdit à la fois par le code pénal et par le code civil. C'est interdit. Or on est en plein dedans. Quand on dit, on fait une radio, puis on dit, ben voilà un enfant qui est trisomique, par une simple radio déjà on peut faire le diagnostic, hop, avortement. Maintenant ça va être encore plus simple, parce qu'avec une simple, on s'est aperçu qu'il y avait des globules de l'enfant qui circulaient chez sa mère. Alors on regarde ces globules, on dit bah oui, bah, l'enfant il est trisomique, il a un chromosome plus supplémentaire, allez hop, avortement. Alors on peut le faire dans le cadre du diagnostic préimplantatoire. Alors l'affaire de l'homme biologique se situe tout à fait dans un contexte féministe. Il y a une dénommée Corinne Mayer qui vient de publier un ouvrage qui a publié il y a 2 ans un ouvrage qui s'appelle No Kid, c'est-à-dire pas d'enfants en anglais, 40 raisons pour ne pas avoir d'enfants. Et voilà, mère de 2 enfants elle-même, d'ailleurs par parenthèse, elle a jeté les bébés en même temps que l'eau du bain, parce qu'elle écrit des choses comme ça, écoutez, ouvrez vos oreilles, ce parasite coûte plus cher qu'une voiture, 100 000 à 300 000 euros. Voilà, raison pour ne pas avoir un enfant. Madame Hidalgo, dont on vous parle actuellement, pour succéder à Delanoë. Madame Hidalgo, en juin d'il y a 2 ans, a fait un forum qui s'intitulait « Pour une procréation sans femme », féministe. Donc, il faut se débarrasser de la grossesse. Madame Gertrude Mangela est présidente du Parlement panafricain. C'est pas rien, le Parlement de tous les pays d'Afrique. Elle est présidente, elle vient de l'Afrique du Sud. Et elle déclare une chose comme ça, « Pregnancy is like enslavement that shades women ». Ce qui veut dire, la grossesse est comme un esclavage qui enchaîne les femmes. Donc, il faut s'en débarrasser de la grossesse. Que faire? Et là, nous arrivons dans un concept nouveau qui a été inventé dans le meilleur des mondes par Aldous Huxley en 1932. C'est le mot d'ectogénèse. C'est le développement de l'enfant en dehors du sein maternel. Alors, est-ce que c'est possible de développer l'enfant hors du sein maternel? Eh bien, on y arrive tout doucement, voilà l'histoire. Une dénommée Madame Hélène Liu, alors tout ça, vous pouvez, j'invente rien, hein. Si vous tapez les mots-clés sur Internet, vous allez retrouver Madame Hélène Liu, de l'université de Cornell, qui se trouve à Manhattan, à New York, faisait des expériences d'ectogénèse, c'est-à-dire qu'elle développait des embryons dans un liquide physiologique. Et elle dans un liquide, quoi. Bon. Alors elle travaillait pour pouvoir aller plus loin, en quelque sorte, dans cette recherche. Et seulement arrive Bush, et Bush
s'oppose à toute expérimentation sur les embryons. Alors cette femme voyait se développer les embryons, puis à partir de 2 mois et demi, pof, les embryons mouraient. Alors, Bush fait casser son laboratoire par le FBI. Et Obama arrive au pouvoir, et le premier acte public qu'il fait, c'est de relégaliser les expérimentations sur les embryons. Nous allons avoir une loi, grâce à nos copains socialistes et Hollande, sur l'expérimentation libre sur les animaux. Alors c'est la perspective du meilleur des mondes. On développe les embryons pour arriver au stade fœtus, pour arriver au stade de viabilité. Et j'avais déjà calculé que, dans ce livre-là, qu'il y avait un espace entre le développement auquel était arrivée Madame Liu et la possibilité de reprendre par ce qu'on appelle les néonatologistes, c'est-à-dire les médecins qui s'occupent des tout petits prématurés, des tout petits bonhommes comme ça, qui naissent bien involontairement, bien sûr, et dont on doit s'occuper. Et j'avais calculé qu'il y avait un hiatus de 2 mois et demi. Et je disais, l'ectogénèse n'est plus séparée que par ces 2 mois et demi. Quand on aura couvert ces 2 mois et demi, mesdames, on n'a plus besoin de vos services pour développer les enfants. Et alors, là intervient une chose extraordinaire, c'est que un dénommé Schaffer, professeur Schaffer, qui est à Temple University en Pennsylvanie, ce gars-là s'occupait des prématurés. Et il voyait ces prématurés mourir parce que les poumons ne sont pas mûrs, les alvéoles pulmonaires s'ouvrent mal, et apparaît ce qu'on appelle une maladie des membranes hyalines, c'est-à-dire que se met une membrane sur les alvéoles et les enfants meurent étouffés. Bon, c'est terrible, c'est comme ça, et lui était bien conscient, évidemment, qu'il fallait faire quelque chose. Et il a mis au point un liquide amniotique, pas un système, parce que, imaginez-vous, mes chers amis, que l'enfant dans le sein de sa mère respire. Et il respire quoi? Il respire le liquide amniotique dans lequel il baigne, dans lequel il bouge. Donc, cette découverte, évidemment, a permis à Schaffer de sauver de multiples prématurés qui étaient condamnés à la mort. Mais c'est toujours le problème du miroir à 2 faces quand vous avez une découverte importante qui est faite pour le bien de l'humanité, obligatoirement, elle entraîne sa contre-valeur. C'est-à-dire un usage qui est mauvais. La voiture, ça permet d'aller vite d'un endroit à un autre, c'est ça, c'est formidable. La contre-valeur, c'est que vous pouvez vous tuer avec ou tuer quelqu'un avec. Vous êtes bien d'accord. Ben, il en est pareil du liquide amniotique. Le liquide amniotique, donc, est récupéré par Madame Liu pour pouvoir développer ces prématurés dans le cadre de l'ectogénèse. Voilà où est-ce que nous en sommes, et Madame Liu annonce l'ectogénèse pour, dans 2020, 2030 au plus tard. Et l'ectogénèse a déjà été réalisée sur une chèvre, voilà, qui d'ailleurs n'a pas survécu longtemps. Mais le système va certainement se perfectionner, et on va arriver très rapidement. Je crois que Madame Liu a raison. Alors voilà ce que c'est que... alors en plus, elle a créé une cavité biodégradable, etc. J'entre pas dans les détails, mais vous verrez ça dans le livre si vous voulez l'acheter. Et alors, il faut ajouter aussi que dans le meilleur des mondes, on développe les enfants dans des éprouvettes, et on commence depuis le dernier des stades. Puis il y en a où on met un peu d'acide, il y en a où on rajoute un peu plus d'oxygène. Si bien qu'on a des enfants qui sont développés hors du sein maternel, qui sont très intelligents, et d'autres qui sont complètement abrutis. Et il décrit plusieurs classes. Alors, il les appelle les alpha plus, ce sont ceux qui dirigent le monde. Et puis les gamma, ils servent de réserve de pièces à tous ceux qui sont au-dessus. C'est ça dans le meilleur des mondes. Eh bien ça a été réalisé par le professeur Ozil, chercheur à l'Institut national d'agronomie,
qui a réussi à modifier le milieu de culture d'embryons de souris pour arriver à des souris plus costauds, des souris plus costauds, et d'autres qui sont complètement incapables de bouger. Alors vous voyez qu'avec le diagnostic préimplantatoire, et je le répète, alors on a fait un cahier sur l'eugénisme, c'est celui qui a marché le moins de tous nos cahiers. L'eugénisme, c'est le tri de l'humanité, le filtrage. Eh bien, on est arrivé par l'avortement, un diagnostic préimplantatoire, absolument, tout à fait à ce niveau-là, à un point que Hitler n'aurait jamais pu imaginer que l'homme, ou que lui, aurait pu réussir à faire, à sélectionner l'humanité comme il en avait le projet. J'ai créé pour désigner ce qu'on appelle les cellules souches. Les cellules souches, c'est des cellules qu'on trouve dans tout notre corps qui permettent de régénérer, les organes, si vous voulez. Pourquoi, quand on vous coupe un bout de foie, ou parce que si votre foie est un peu usé, parce que vous avez trop bu d'alcool, vous arrêtez de boire l'alcool, il se régénère. C'est grâce aux cellules souches. Vous voyez? Bon. Alors, vous avez entendu parler de Yamanaka. Alors, Yamanaka, c'est un japonais. Ces cellules souches, on en trouve partout, et le nec plus ultra de la cellule souche, c'est la cellule souche qui vient de l'embryon. Pourquoi? Parce que quand elle est dans les embryons, elle va s'orienter dans toutes les directions. Elle va donner un foie, un poumon, un cerveau, un os, un muscle, etc. Vous voyez? Donc elle est dite totipotente, capable de tout. Et nous avions effectivement des cellules souches, c'était les greffes de moelle que l'on faisait dans les os, par exemple, dans les maladies du sang, on parle de greffes sanguines, on faisait comme M. Jourdain de l'arthrose sans le savoir, parce qu'on se servait des cellules souches pour régénérer le sang des leucémiques, par exemple. Alors, Yamanaka a fait un exploit extraordinaire, c'est que il a réussi à transformer des cellules souches de la peau en cellules totipotentes, c'est-à-dire capables de remplacer n'importe quel tissu. C'est fait à partir de fibroblastes. Les fibroblastes, ce sont des petites cellules musculaires qui permettent l'horripilation. Tout le monde sait ce que c'est l'horripilation? Eh bien, c'est ce qui permet de faire dresser le poil. Je suis horripilé, c'est-à-dire j'ai le poil qui se dresse. Voilà. Et donc, il les a transformés en cellules totipotentes. Mais il a fait ça il y a 5 ans, et là-dedans, j'en parlais déjà, en disant, c'est formidable. Mais alors, le jour même, vous voyez la contre-valeur, ces cellules qui vont pouvoir remplacer n'importe quelle partie de votre être, l'os, le sang, etc. Ces cellules-là, le soir même, il y avait un japonais qui s'appelait Michuko qui disait « Nous avons, à partir des cellules de Yamanaka, dites IPS, Inducted Productive Cells », ça veut dire cellules induites, produites par induction. Le soir même, ce savant annonçait la création, puisque ces cellules sont totipotentes, de spermatozoïdes et d'ovules. Mesdames, messieurs, on n'a plus besoin de vos services. Pourquoi? Parce que on va prendre la peau de n'importe qui, on va en prélever des cellules. On évitera de prendre celle de Hollande, rassurez-vous. On va prélever les cellules, on va les transformer en ovules et en spermatozoïdes, et on va les développer avec la méthode que Madame emploie, que Madame Liu emploie. Donc nous sommes arrivés au stade de Faust, où la reproduction ne passera plus du tout par l'homme ou par la femme. Et c'est le gouvernement qui dira « il me faut tant d'hommes, on fera des ovules et des spermatozoïdes que l'on triera pour avoir des hommes ou des femmes. Et on fera des hommes intelligents ou des hommes bêtes. » C'est une grande annonce que je vous fais, mais c'est la réalité, et Madame Liu dit que ça va venir dans les années qui viennent, et en 2010, etc. Voilà.
Alors la troisième partie, évidemment j'ai pris du retard, je suis trop bavard, l'homme génétique. L'homme génétique. Je vais essayer de vous faire comprendre, mais ce que je vous demande c'est de vous concentrer 5 minutes pour que je vous explique comment ça marche. Une cellule, c'est une pièce comme celle-ci. Donc les murs, c'est la membrane cellulaire. Au milieu, il y a une bibliothèque. C'est ce qu'on appelle le noyau cellulaire. Dans la bibliothèque, il y a des livres. Il y en a 46. Il y en a 46 qui ont été amenés par monsieur, et 23, pardon, amenés par monsieur, et 23 amenés par madame. Ça fait 46. Ça, ce sont les chromosomes. Les chromosomes, donc 46 chromosomes. Après, dans un livre, vous avez remarqué qu'il y avait des pages. Alors, qu'est-ce que c'est que les pages? Ce sont les gènes. C'est-à-dire, une page, ça vous donne des informations, ce sont des centres qui donnent des informations. Et dans les pages, il y a des lignes. Les lignes, c'est le fameux ADN, ces filaments d'ADN dont vous avez entendu parler. Et dans les lignes, il y a des lettres. Eh bien, c'est la composition de ces filaments qui s'appelle, alors ça s'appelle, ce sont des acides aminés, ATGT, adénine, thymine, cytonine, guanine, c'est ce qu'on appelle le chiffre de la vie. Ce sont des chaînes qui, pour une seule cellule, les chaînes d'ADN font 3 mètres pour une cellule, que vous ne voyez pas, vous. Il y en a pour 3 mètres. Et ce sont ATGC, GCAT, etc., qui sont mélangés et qui servent à identifier, parce que pour une famille donnée, c'est toujours la même chose. Donc on a à un endroit du chromosome, on sait qu'on a tel gène, et dans tel gène, on a telle ligne qui est la même pour toutes les familles des Bourbons, par exemple. Donc c'est comme ça qu'on a identifié le corps de Louis XVI comme étant vraiment un corps de Bourbon. Et il suffisait de prendre un Bourbon descendant de notre époque pour le comparer. Vous suivez bien, hein? Bon. Alors ces chaînes d'ADN, ce sont les messagers de l'information génétique. Nous arrivons aussi dans le cœur du sujet, c'est qu'un dénommé Craig Venter a pris ces chaînes. Alors maintenant, on décode ces chaînes, on est capable de séparer ces acides aminés très, très facilement. C'est l'étude du génome qui peut être fait par des appareils qui sont grands comme un appareil de distributeur à café et qui vous donne la séquence de vos gènes. C'est comme ça que je vous ai parlé tout à l'heure d'Angelina Jolie, hop, on a repéré le gène tout de suite. Mais savez-vous, mes chers amis, que ça, un décryptage du génome, ça prend, en fait, ça prend à peu près 3 heures dans cette machine et ça coûte 800 €, 600 €, 500 €. C'est comme ça qu'on peut se permettre, quand il y a eu un crime, de passer pour regarder l'ADN de tout un village pour voir si les traces qu'a pu laisser l'assassin, c'est simplement ça, hein, un verre d'eau, il a laissé une cellule de ses lèvres là-dessus, on décrypte le génome, et puis on regarde si c'est quelqu'un du village qui a tué ou pas, parce qu'on retrouve le voleur, l'assassin, quelquefois 20 ans après. C'est ce qui s'est passé tout récemment. C'est un type qui avait tué quelqu'un, et on a retrouvé de ses cellules, on a décrypté le génome, on a fini par le retrouver parce qu'il a commis un autre délit. Alors on analyse, et dites-vous bien que dans 10 ans, il y aura, ça sera comme une carte d'identité, il y aura 1 milliard d'hommes qui auront leur génome personnel comme une carte d'identité avec leur empreinte. Alors qu'a fait Craig Venter? Il a détricoté ces chaînes. Imaginez un gigantesque jeu de logos comme ça, avec des pièces minuscules qui fait des mètres et des mètres de long. Il les a détricotés. Il a pris pour ça, il fallait bien qu'il parte de quelque chose, il est parti d'un microbe qui s'appelle Mycoplasma vaginalis. Et ce Mycoplasma vaginalis, c'est un microbe qui a un génome qui est tout à fait comparable à celui de l'homme, qui est très très proche. Et ce Mycoplasma vaginalis, donc il le détricote et il le retricote, mais un tout petit peu différemment.
Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, eh ben voilà, j'ai créé un microbe qui n'existe pas au monde. Et c'est vrai, il a créé une espèce. Or, quand vous écoutez la Bible, vous dites c'est Dieu qui créa chaque espèce selon son espèce, eh bien, Craig Venter a créé une espèce. Alors on lui dit, mais tu te prends pour Dieu, toi? Alors il répond, comme Faust, il répond, non, je ne me prends pas pour Dieu, parce que je suis athée. Bon, mais il dit, c'est moi qui serai le nouveau Darwin. C'est moi qui ferai évoluer les espèces. Et il ajoute, je vais m'en prendre au génome de l'homme et je vais créer une espèce d'homme nouvelle. Attention. Bon, alors vous dites, ouf, pour créer un homme comme Dickès, ça fait du volume, n'est-ce pas? Donc, eh bien, lui dit non, je ne vais pas prendre Dickès comme ça. Je vais prendre l'embryon. Et comme l'embryon, ou l'embryon, l'ovule ou le spermatozoïde, et comme il n'y a pas grosse différence entre le génome d'un embryon, eh bien, il prétend faire ça. Il prétend créer une espèce d'homme. Donc, nous sommes véritablement dans la création depuis... parce que ces acides aminés ATGT, là, ATGC, là, ça se retrouve dans tous les compléments alimentaires, dans les ampoules de fortifiants. Pour ceux qui en ont, il y a 27 espèces d'acides aminés, et il y a ces 4-là. Tout le monde, il peut, à partir d'une ampoule qu'on ouvre comme ça, il peut reconstituer effectivement un génome. C'est fantastique. C'est fantastique. Alors voilà, où est-ce que nous en sommes? Après simplement le clonage, alors le clonage, j'ai donné le truc, c'est, je l'ai donné ici, il y a un dénommé Samuel Wood qui a réussi le clonage humain, mais ça a été refait, comme le clonage humain est interdit sur le plan international, il y a des savants qui actuellement sont en train de décloner à toute vitesse, parce qu'ils font du clonage de cellules, ils font des clonages. Alors comment ça se passe le clonage? Reprenons notre cellule, là, notre bibliothèque. Voilà, le clonage consiste tout simplement à prendre la bibliothèque qui est là et la mettre dans un autre ovule, dans une autre pièce. C'est ce qu'on a fait avec la brebis Dolly. Dolly, donc on a pris une cellule de son pis, et cette cellule, donc on a pris la bibliothèque qui était le noyau, hop, on l'a mis dans un ovule. On a excité l'ovule et on a réussi à déclencher ce qui est arrivé, on est arrivé à la brebis Dolly. Alors il y a 17 espèces qui ont déjà été clonées. Aux États-Unis par exemple, il y a une loi qui autorise à manger de la viande clonée, et même des descendants. Pour les chevaux, on est déjà arrivé à 2, 3, 4 descendants. On a réussi à cloner des espèces qui avaient disparu à partir de cellules de naturalisation, des gens qui avaient gardé empaillé des chefs des Pyrénées, des trucs comme ça. Vous voyez, bon. Et il n'est pas actuellement le gros challenge, le gros défi, c'est de réussir à cloner le mammouth laineux à partir d'ovules d'éléphants et de cellules venant de mammouth. Bon, voilà. Alors, dans cette pièce, et rassurez-vous, ce chapitre se termine. Dans cette pièce, imaginez-vous qu'il y a de l'électricité. Vous voyez, bon. L'électricité, c'est les lampes électriques. Dans la cellule, il y a des micro-organites qu'on appelle les mitochondries, qui sont nos lampes, c'est-à-dire qu'elles donnent l'énergie et l'électricité. Vous voyez? Bon, c'est l'énergie de la cellule. La pile électrique, la batterie. Bon. Et alors, vous imaginez facilement que ces organites sont absolument indispensables à la cellule, pour différentes raisons. J'y viens. Alors ces organites sont indestructibles. Indestructibles. On en a retrouvé dans les tombes des pharaons. D'où l'idée saugrenue de dire qu'à partir du Saint-Suaire de Turin, on allait réussir à cloner le Christ. Bon. Pourquoi? Parce que dans nos lampes,
qui sont là, il y a aussi des messages génétiques. Et on espérait qu'à partir de ces messages génétiques, on réussira à cloner le Christ. Bon, alors voilà, c'est comme ça. Il se présente que le message porté par les lampes, par ces mitochondries, peut être anormal. Et notamment, une forme de stérilité était responsable de ces mitochondries. Ah, alors que faire? Que faire? Si on est accroché au plafond, là, c'est difficile. Ben, on s'est dit, puisque ces mitochondries sont responsables de la stérilité de la mère, prenons la bibliothèque et mettons-le dans une autre pièce où les mitochondries ou les lampes électriques marchent normalement. Vous me suivez bien? Bon. Et ça a été réalisé. Si bien que, et ça correspond au thème de science-fiction qui s'appelle les mutants. Qu'est-ce que c'est qu'un mutant? C'est un mélange de patrimoine génétique. C'est l'université de Saint-Barnabas qui a mis ça au point aux États-Unis, et on estime que, alors c'est interdit théoriquement, hein, on estime qu'il y a actuellement 50 mutants qui sont parmi nous. Alors vous allez dire, c'est pas trop grave. Mais quand on y pense, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a le patrimoine génétique de 2 personnes qui sont là. Si bien que ces enfants ont 2 mères biologiques, 2 mères génétiques. Si en plus de ça, vous avez fait appel à une mère porteuse, on sait qu'il y a des échanges entre la mère et la mère qui porte et son enfant. Il y a des signaux, il y a des informations qui circulent complètement à tel point que l'enfant est capable de venir au secours de la mère. Donc il se crée des liens. Si bien que ces enfants ont 3 mères biologiques. Imaginez un petit peu. 3 mères biologiques. Alors moi, ça me fait toujours rire quand je pense que... Imaginez des lesbiennes qui font ce circuit-là et qui se retrouvent avec une fille, et je me dis, je plains le beau-fils parce qu'il va se retrouver avec 3 belles-mères. Alors imaginez un petit peu ce que ça peut être des enfants qui ont 3 parents, voire 4 parents génétiques. L'ONU vient de reconnaître, de dire que tout être humain avait droit à la connaissance de cette origine. Donc ça suppose le père, la mère, c'est-à-dire la bibliothèque, et puis les mitochondries, et la mère porteuse. Destruction de la filiation. Destruction de la filiation.